Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouveau panorama de la semaine. Alors on va faire l'analyse évidemment des résultats du premier tour des élections législatives le 30 juin et de ce second tour qui arrive le 7 juillet prochain qui va décider de l'avenir du pays. Chacun et chacune a conscience que l'histoire du pays est en train de s'écrire en ce moment. On fait le point générique. Nous sommes probablement sur les élections les plus cruciales depuis des années, voire des dizaines d'années dans notre pays, puisque vont avoir lieu le 7 juillet prochain le second tour des élections législatives, c'est-à-dire à la fois les élections pour choisir les représentants du peuple, mais aussi les élections pour choisir le nouveau gouvernement. Voici ce qui est en train de se jouer et tout le monde voit bien que nous sommes dans un moment de politisation accrue du pays, donc un moment de politisation intense. Il y a évidemment un risque d'arrivée de l'extrême droite au pouvoir. Et le premier qui porte la responsabilité de cela, la presse internationale le dit bien, c'est Emmanuel Macron lui-même. Emmanuel Macron qui avait besoin de Marine Le Pen au second tour des élections présidentielles de 2022 pour être réélu par défaut. Emmanuel Macron qui a réhabilité les figures d'extrême droite comme Pétain ou Maurras. Emmanuel Macron qui a utilisé les mots de l'extrême droite. Encore récemment, il qualifiait le nouveau Front populaire d'immigrationniste, qui est un terme utilisé sans cesse par l'extrême droite, et qui a été jusqu'à voter la loi indigne et infâme immigration, non seulement avec les voix de l'extrême droite, parce que sinon cette loi ne passait pas, mais directement avec les idées du Front National, puisque dedans on retrouvait la préférence nationale, thème cher à Jean-Marie Le Pen et à ses héritiers politiques, c'est-à-dire Marine Le Pen ou Jordan Bardella. Donc Emmanuel Macron a une responsabilité immense, et une responsabilité d'autant plus immense qu'il a choisi de faire une dissolution de l'Assemblée nationale à un moment où l'extrême droite était arrivée en tête des élections européennes et à un moment surtout où l'extrême droite elle-même demandait cette dissolution. Donc, vous avez une responsabilité historique de la Macronie dans la montée de l'extrême droite. Et d'ailleurs, il faut se rappeler que c'est de leur fait qu'il y a déjà eu 89 députés du Rassemblement national, nombre historique, et qu'il y en aura probablement beaucoup plus suite à l'élection législative de 2024. Alors, cette responsabilité, ils l'ont continuée, puisque avant le premier tour, toute la Macronie était tournée sur le fait de faire barrage au nouveau Front républicain, avec une sorte d'ordre inversé qui se faisait, puisque les antifascistes devenaient les fascistes, les antiracistes, c'est-à-dire nous, devenions les racistes, et le problème principal, ce n'était pas le Rassemblement national, mais évidemment Jean-Luc Mélenchon et les Insoumis, même si Jean-Luc Mélenchon et les Insoumis sont ceux qui, justement, ont permis de garder une alternative forte dans ce pays, notamment avec les 22% de l'élection présidentielle de 2022. La première chose que je veux dire, et je crois que c'est quelque chose que l'on perçoit un peu partout, avec une angoisse extrêmement forte de l'avenir des gens et de l'avenir de leurs enfants, c'est que nous savons, nous, que l'arrivée au pouvoir de l'extrême droite constitue une question de vie ou de mort pour des millions de nos concitoyens. Pour les femmes, puisque à chaque fois que l'extrême droite arrive au pouvoir, elle s'en prend d'abord aux droits des femmes, et c'est ce qui s'est passé notamment en Pologne, où depuis la quasi-interdiction de l'avortement, 6 femmes sont mortes en Pologne. Question de vie ou de mort aussi pour les personnes LGBTQIA+, et les personnes transgenres, puisque là aussi, lorsqu'ils arrivent au pouvoir, ils s'en prennent d'abord aux droits sur les questions d'orientation sexuelle, avec notamment en Italie, le gouvernement Meloni d'extrême droite qui a décidé tout simplement de rayer de l'acte de naissance des enfants le nom de la mère non biologique, ce qui est d'une violence extrême et qui ne cesse de traquer notamment les personnes transgenres. Une question de vie ou de mort pour les plus précaires de ce pays, puisque là aussi, si on prend l'Italie, une des premières décisions du gouvernement d'extrême droite Meloni a été de supprimer l'équivalent du RSA, et à chaque fois, de toute façon, l'extrême droite continuera de faire une politique pour les plus riches. Une question de vie ou de mort pour nos concitoyens racisés, issus de l'immigration, pour nos concitoyens exilés qui sont arrivés dans le pays, puisque à chaque fois, là aussi, que l'extrême droite arrive au pouvoir, eh bien, elle ne cesse de vouloir trier les gens selon leur couleur de peau, leurs origines, et donc de diviser le peuple français avec des épisodes d'une violence extrême, voire des morts, dans les pays où l'extrême droite est arrivée au pouvoir. Et puis, une question de vie ou de mort pour l'humanité tout entière,
puisque vous le savez, même si les médias n'en parlent absolument plus, le dérèglement climatique et la crise écologique est toujours là. C'est l'enjeu du 21e siècle que de savoir comment est-ce que nous faisons face, comment est-ce que nous nous entraidons pour faire face au dérèglement climatique, et que vous retrouvez à chaque fois dans l'extrême droite des climato-sceptiques qui nient l'enjeu de la crise écologique et de l'adaptation que nous devons faire de nos sociétés. C'est une question de vie ou de mort, et puis l'enjeu de cette élection, c'est évidemment l'identité politique du peuple français. Vous avez l'extrême droite qui vous explique que la France serait une couleur de peau. Ce n'est pas vrai, toutes les couleurs de peau sont françaises. Que la France serait une religion en expliquant les racines judéo-chrétiennes ou je ne sais quoi. Non, en France, il y a beaucoup de religions et même la majorité des gens qui n'ont pas de religion. Ou que la France serait une langue, comme l'explique l'extrême droite, alors que nous partageons la langue française avec 28 autres pays dans le monde. Eh bien, contrairement à ce que dit l'extrême droite, nous réaffirmons ici que la France appartient à tous ses enfants et appartient à toutes celles et ceux qui font la promesse républicaine commune, liberté, égalité, fraternité. Alors, voici l'enjeu de cette élection. Le premier tour a eu lieu le 30 juin. Qu'est-ce qu'on perçoit déjà dans ce premier tour? D'abord, une mobilisation civique exceptionnelle, puisque beaucoup de gens sont retournés aux urnes avec une hausse de la mobilisation par rapport à 2022 qui est extrêmement forte. Et je veux saluer cette mobilisation citoyenne qui s'est faite pour redire que nous pouvons inventer un autre avenir ensemble. La deuxième leçon, évidemment, c'est l'effondrement du bloc macroniste. Dans les législatives de 2022, il faisait 25,7%. Aujourd'hui, ils ne font plus que 20% des voix et on voit bien que la Macronie est finie. Qu'avec l'élection non seulement européenne mais législative où ils se sont pris 2 échecs électoraux, eh bien nous sommes en train de tourner la page de la Macronie et de son monde de malheur. Alors maintenant, le choix du peuple français, et c'est ce qu'on perçoit aussi du premier tour des élections législatives, se fait entre eux, l'extrême droite, et nous. Nous savions que ce moment de confrontation avec l'extrême droite allait arriver. Nous pensions qu'il allait arriver un peu plus tard. Il arrive finalement en 3 semaines de cette dissolution. D'un côté, vous avez le Rassemblement national, qui fait 29,2%, soit 9,3 millions de voix. De l'autre côté, vous avez le nouveau Front populaire que nous avons réussi à faire naître avec un programme de rupture et un accord sur les circonscriptions, qui est la 2e fois seulement dans l'histoire, puisque la première fois c'était la NUPES, où nous avons un accord au premier tour des élections législatives et non pas au second tour, comme ça s'était fait par exemple avec le Front populaire. Eh bien, le nouveau Front populaire fait lui 28%, soit 8,9 millions de voix. Donc vous voyez que nous ne sommes pas très loin, nous sommes tout proches d'eux. Et avec des élus au premier tour, nous avons 32 élus au premier tour, le Rassemblement national en a 38 et les macronistes en ont 1, à l'image de ce que je vous disais sur l'effondrement du bloc macroniste. Donc le Rassemblement national a une petite avance sur nous. Mais nous pouvons, lors de ces élections, faire en sorte que si d'autres gens se joignent à la mobilisation civique exceptionnelle qu'il y a eu en allant mettre un bulletin dans l'urne Nouveau Front populaire, nous pouvons faire en sorte non seulement de battre la route à l'extrême droite, mais aussi d'avoir une majorité du Nouveau Front populaire pour avoir un gouvernement du Nouveau Front populaire. Pourquoi est-ce que je vous dis que c'est possible? Parce que dans cette élection, il y a eu 16 millions d'abstentionnistes. Si vous regardez par rapport à l'élection présidentielle de 2022, il y avait 12 millions et demi d'abstentionnistes. Ça veut dire qu'il y a 3,5 millions de personnes qui avaient voté aux élections présidentielles et qui ne sont pas revenues voter aux élections législatives de 2024. Donc il y a eu une mobilisation exceptionnelle, mais nous pouvons encore faire front encore plus large, notamment si certains et certaines décident de s'arracher à l'abstention et d'aller prendre part au vote qui aura lieu ce dimanche pour, là encore, non seulement faire barrage à l'extrême droite, mais aussi donner une majorité au Nouveau Front populaire. Et le choix n'est pas un choix moral. Quand nous disons pas une voix pour l'extrême droite, pas un siège de plus pour l'extrême droite, ce sont des choix très concrets qui s'offrent au peuple français. D'abord, du côté du Nouveau Front populaire, nous proposons d'abroger la réforme de la retraite à 64 ans immédiatement et d'aller à la retraite à 60 ans. De l'autre côté, vous avez le Rassemblement national ou le Renoncement national qui lui explique que peut-être, alors pas tout de suite, peut-être à l'automne, ils annuleraient la réforme de la retraite et qu'il est hors de question d'aller à la retraite à 60 ans, voire même, M. Bardella a avoué que c'était finalement, avec l'alliance des Républicains et de Ciotti, la retraite à 65, voire 66 ans.
Voilà le choix qui doit être fait. Retraite à 60 ans ou retraite à 65 ou 66 ans. De même, nous, au Nouveau Front Populaire, disons que lorsque nous arriverons au pouvoir, nous augmenterons immédiatement les salaires, les minima sociaux et le point d'indice des fonctionnaires. De même, nous bloquerons les prix à la baisse. De l'autre côté, l'extrême droite vous explique, lui, qu'ils continueront la politique des plus riches d'Emmanuel Macron, puisqu'ils avaient voté ensemble contre l'augmentation des salaires, ils avaient voté ensemble contre le rétablissement de l'impôt de solidarité sur la fortune, ou encore contre la taxation des superprofits, et que la baisse de TVA, qui n'est d'ailleurs pas la bonne manière de faire pour lutter contre la vie chère, eh bien, se fera peut-être plus tard. Bref, ils sont en train de renoncer à l'ensemble de leur programme. Ensuite, vous avez le choix, pour nous, le Nouveau Front Populaire, d'un gouvernement qui, dès la rentrée scolaire, ferait une école totalement gratuite. Cantine gratuite, fourniture et manuels gratuits, sortie scolaire gratuite, avec un professeur devant chaque élève puisque nous devons impérativement reconstruire les services publics dans notre pays. Et de l'autre côté, vous avez l'extrême droite qui, elle, ne parle que d'uniforme ou encore du tri social des élèves, avec notamment la réforme du choc des savoirs, Parcoursup, qu'ils souhaitent continuer. Ou enfin, le choix, et là je prends un autre sujet, de renforcer là encore le camp de la paix autour notamment de la reconnaissance de l'État de Palestine pour faire avancer la paix au Proche-Orient et agir fortement pour le cessez-le-feu immédiat à Gaza, ou ceux qui soutiennent de manière inconditionnelle ceux qui sont de la même idée politique qu'eux, c'est-à-dire de l'extrême droite du gouvernement de Netanyahou qui continuera le génocide en cours à Gaza. Voilà les grands choix qui s'offrent au pays. Et je veux dire qu'il faut un peu regarder qui sont les candidats ou les députés du Rassemblement national. Puisque, vous avez M. Bardella qui explique qu'il y aurait quelques brebis galeuses dans les candidats qu'ils ont, puisqu'il y a des scandales tous les jours sur les candidats du Rassemblement national. Bon, ce ne sont pas des brebis galeuses, c'est carrément un troupeau, parce que quand vous regardez, pratiquement tous sont des casseroles derrière. Alors déjà, M. Bardella vous explique qu'il ne reniera ou qu'il ne réduira aucun droit des Français et des Françaises. Je vais commencer par les droits des femmes et ce dont je vous parlais, notamment le droit à l'avortement. Vous avez par exemple Caroline Parmentier, qui était députée RN encore récemment et qui est candidate dans le Pas-de-Calais, qui dit, elle, après avoir génocidé les enfants français à raison de 200 000 par an, c'est le nombre d'avortements chaque année en France, on doit maintenant les remplacer à tour de bras par des migrants. Vous avez Christophe Benz, qui est candidat RN en Haute-Marne, qui dit « l'avortement est un génocide de masse ». Ou encore Laure Lavalette, candidate RN dans le Var, qui dit, elle, de l'avortement, qu'elle veut abroger à terme la loi sur l'avortement. C'est un texte qu'elle avait signé. Et d'autres qui expliquent que pour l'avortement, ce serait comparable au génocide au Rwanda, à la Shoah ou je ne sais quoi. Donc, des propositions qui sont faites très anti-droits des femmes et droits des personnes LGBT, puisque vous avez aussi le candidat RN en Essonne, Jérôme Carbriand, qui dit, lui, le pédéraste a raté un stage de la sexualité. Donc, ça vous donne une idée de ce qu'il ferait pour les droits des minorités sexuelles et les droits des femmes dans ce pays. Ensuite, M. Bardella et Mme Marine Le Pen vous expliquent que si ce n'est pas eux, ça sera le chaos en France. Eh bien, il n'y a qu'à voir qui est-ce qu'ils ont investi comme candidat. Notamment, vous avez M. Frédéric Boccaletti, dont je vous ai parlé plusieurs fois, qui non seulement est antisémite puisqu'il tenait une librairie négationniste, mais qui est aussi celui qui a traité un groupe de jeunes de sales nègres, je cite, a sorti une arme à feu qu'un de ses amis a utilisée pour tirer contre eux. Vous avez dans le même style des violents Annie-Claire Bell, qui est candidate RN en Mayenne et qui, elle, a été condamnée pour avoir pris en otage le secrétaire général de la mairie d'Ernée à l'aide d'une carabine. Donc les violents, ce sont eux, et je vais même aller plus loin. Vous avez vu depuis le premier tour un déferlement de paroles et d'actes racistes qui se sont faits dans le pays. Je pense notamment à ce qui s'est passé dans mon département, le Val-de-Marne, où vous avez un automobiliste qui a délibérément frappé et heurté avec sa voiture un chauffeur de bus en expliquant qu'il était un électeur RN et qu'il voulait tuer et éradiquer l'ensemble des bougnoules et des noirs de ce pays. Voilà ce que fait en termes de libération de la parole et des actes racistes l'extrême droite lorsqu'elle menace d'arriver au pouvoir. Donc les violents, ce sont eux, et les gardiens de l'unité du peuple français, c'est le Nouveau Front Populaire. Ensuite, vous continuez sur l'enjeu numéro 1 du XXIe siècle, je vous en parlais, sur la question du climato-scepticisme.
Alors là, je vous parle de Christophe Barthès, qui est candidat dans la première circonscription de l'Aude, qui était celui qui notamment arborait fièrement une pancarte « Va faire la soupe salope » en parlant de Sandrine Rousseau, lorsqu'il était avec des agriculteurs, mais qui s'est surtout illustré pour nier la réalité du dérèglement climatique. Alors, lui explique que les données scientifiques, notamment du GIEC, ne sont pour lui que des délires des écologistes intégristes. Vous comprenez ce que ça veut dire. Surtout, le Rassemblement national promeut la colonisation. Vous n'avez qu'à vous rappeler de ce qu'avait fait le député Rassemblement national José González, qui, lors de la première séance inaugurale, puisque c'était le plus vieux des députés, avait fait non seulement l'apologie de l'Algérie française, mais aussi de l'OAS, et qui avait expliqué que la colonisation était un bienfait. De même, lorsqu'ils soutiennent de manière inconditionnelle Netanyahou, c'est là aussi la colonisation qui continue et la question de la paix qui est posée. On peut parler par exemple du suppléant d'un candidat Rassemblement national en Ardèche, Thierry du Sud, qui a plusieurs fois rendu hommage au maréchal Pétain et qui explique et qui va poster même des choses comme « Je suis Poutine ». Et donc vous avez juste à imaginer ce qu'il ferait dans la guerre qui oppose en ce moment l'Ukraine et la Russie. Enfin et surtout, le racisme est toujours prégnant et systémique chez les candidats du Rassemblement national, contrairement à ce qu'expliquent M. Bardella et Mme Marine Le Pen qui essayent de donner une image lisse de leur parti. Je vous en cite quelques-uns. Agnès Pajard, qui est candidate Rassemblement national à Paris, qui affirme que les Juifs promeuvent l'immigration depuis 50 ans. Vous avez ensuite donc Bocaletti, dont je vous ai parlé, mais aussi Gilles Bourdoulex, qui lui est candidat Rassemblement national en Maine-et-Loire, qui dit « Je suis prêt à prendre un camion plein de merde pour le déverser au milieu de leur caravane. Ces gens, c'est beaucoup d'emmerde en parlant des gens du voyage. » Et qui a ajouté « Hitler n'en a peut-être pas tué assez. » Vous avez Grégoire de Fournas, que vous connaissez déjà puisqu'il s'était illustré contre mon collègue Carlos Martins Bilongo en disant « Retourne en Afrique » et qui a par exemple apporté son soutien à une militante Rassemblement national condamnée pour avoir comparé Christiane Taubira à un singe. Vous avez ensuite Victor Cateau, qui, candidat RN dans le Nord, qui lui a publié une photo insinuant qu'il préférait son chien aux migrants et aux exilés. Vous avez Laurent Graedig, qui lui est candidat RN dans le Bas-Rhin, qui a expliqué tranquillement à la télévision que Jean-Marie Le Pen, lorsqu'il disait que les chambres à gaz étaient un détail de l'histoire, ce n'était pas antisémite et il ne pense toujours pas que c'était antisémite, alors que la justice a tranché pour dire qu'il y avait une négation de crimes contre l'humanité de la part de Jean-Marie Le Pen. Bref, le racisme continue et je pourrais, là j'en ai pris que quelques-uns, je pourrais continuer pendant longtemps et vous avez vu notamment ce qu'ils disent aux 3,5 millions de Français qui ont la double nationalité. Vous avez M. Chenu qui va expliquer tranquillement qu'il faudrait interdire la double nationalité dans ce pays, ou encore M. Chudeau qui explique tranquillement que les Français binationaux ne pourraient pas accéder alors à certains postes de responsabilité, c'est ce que dit le Rassemblement national dans la fonction publique, mais aussi aux postes de gouvernement parce qu'ils seraient en quelque sorte suspects de double appartenance ou de je ne sais quoi, ce qui évidemment est odieux et intolérable. Il faut comprendre que le racisme a une fonction essentielle pour le Rassemblement national et l'extrême droite, celle de diviser le peuple français. Et donc, face à ces candidatures qui montrent ce qu'est le Rassemblement national, ce qu'ils veulent faire pour le pays, eh bien, il est essentiel de dire que nous sommes les gardiens, les garants de l'unité du peuple français et que nous refuserons à tout moment qu'on trie nos concitoyens selon leur couleur de peau, leur religion, leur orientation sexuelle ou leur genre. Alors, le 7 juillet, du pire, nous pouvons faire advenir le meilleur. Vous avez peut-être vu cette lumière d'espoir énorme pour le pays et pour le monde qu'a été la libération de Julian Assange, dont nous demandons depuis longtemps que la France lui accorde l'asile. Julian Assange était menacé de 175 ans de prison aux États-Unis pour avoir révélé des centaines de milliers de documents qui montraient et qui prouvaient notamment les crimes de guerre commis par les États-Unis en Irak ou en Afghanistan et qui a révélé, et c'est pourquoi la France a une dette historique envers lui, que 3 présidents français consécutifs avaient été espionnés par les services de renseignement états-uniens. Eh bien, Julian Assange est libre et nous pouvons l'être à notre tour. C'est un formidable signal pour à la fois la liberté de la presse, le droit d'informer et le droit à la démocratie.
Ça, du pire, nous pouvons faire advenir le meilleur. Comme nous l'avons vu aussi au Sénégal. Rappelez-vous, le Sénégal, où dans une situation terrifiante, puisqu'il y a eu d'abord une insurrection contre un président qui voulait à tout prix garder le pouvoir et faire un troisième mandat, avec consécutivement à cette tentative de coup de force au Sénégal, des manifestants qui ont été tués, tous les opposants politiques qui ont été emprisonnés et des scènes où il y avait le chaos partout dans le pays avec les élections qui avaient été reportées. Eh bien, les élections ont été gagnées haut la main par le PASTEF, donc le parti d'Ousmane Sonko qui avait été emprisonné, qui est devenu depuis le Premier ministre du Sénégal et qui a montré qu'un peuple uni peut faire échec à n'importe quelle tentative de force. Oui, du pire, nous pouvons faire advenir le meilleur. Et je veux vous dire que si le 7 juillet, nous allons toutes et tous aux urnes, si l'abstention diminue et que de plus en plus de gens vont aux urnes, nous sommes plus nombreux et nombreuses qu'eux. Et nous ne sommes pas seulement là pour barrer la route à l'extrême droite, pour barrer la route au pire, nous sommes là pour inventer le meilleur et dire que oui, nous ne sommes pas condamnés dans la 7e puissance économique au monde à vivre avec 10 millions de personnes qui sont sous le seuil de pauvreté, avec des enfants qui ne peuvent plus apprendre correctement à l'école, avec des endroits partout dans le pays où eh bien, il n'y a même plus d'accès à l'eau qui est la ressource la plus vitale sur Terre. Donc nous pouvons faire tout autrement et avoir dès le 8 juillet un gouvernement du nouveau Front populaire qui inventera un autre avenir. Nous avons la force de le faire, alors le 7 juillet, allons toutes et tous aux urnes parce que comme le disait le poète Nazım Hikmet, qui a été lui emprisonné pendant très longtemps en Turquie avant d'être exilé, si je ne brûle pas, si tu ne brûles pas, si nous ne brûlons pas, comment les ténèbres deviendront-elles clarté? Force les amis, et je veux dire à toutes celles et tous ceux dans le pays qui ont la peur au ventre de ce qui est en train de se passer, qui sont angoissés pour leur avenir et l'avenir de leurs enfants, vous n'êtes pas seuls. Nous sommes des millions dans ce pays à refuser que la haine raciste consume ce pays. Alors force les amis et dites partout autour de vous que le 7 juillet, il faut aller aux urnes. À bientôt!